Élection présidentielle, les derniers grands meetings des candidats. Urbain Giaume, le caïd de la drogue, placé sous écrou pendant son traitement médical. Don Juan à l'Opéra de Paris, version originale avec Ruggiero Raimondi. La météo de Bromède, nuages, pluie, mauvais temps, tant pis. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Dans un peu plus de 4 heures maintenant, la campagne électorale officielle pour le premier tour de l'élection présidentielle 1981 sera terminée. Presque tous les candidats ont donc mis à profit cette ultime ligne droite pour entraîner l'adhésion de quelques électeurs. Nous verrons cela dans quelques minutes à l'occasion de notre journal des élections présidentielles. Mais l'actualité aujourd'hui, c'est aussi l'Irlande, le Liban et surtout cette information qui nous est parvenue il y a quelques secondes seulement de Washington. Le président Ronald Reagan a décidé de lever l'embargo sur les céréales, un embargo décrété au lendemain de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, un embargo décrété par le président Carter. Et dans une déclaration, le président Reagan vient de préciser que dans les premières semaines de sa présidence, il avait estimé qu'une levée immédiate de cet embargo pouvait être mal interprétée par l'Union soviétique. Mais, a-t-il poursuivi, je pense que désormais on ne peut plus faire d'erreur sur notre position. Les États-Unis, avec la vaste majorité des pays, ont condamné et restent opposés à l'occupation soviétique de l'Afghanistan et aux autres actes d'agression dans le monde. Nous réagirons, conclut dans ce communiqué le président Ronald Reagan, à tout acte d'agression où qu'il prenne place. Mais en tout cas, une chose est sûre maintenant, l'embargo sur les céréales est levé par les États-Unis. En Irlande, Bobby Sands en est à son 55e jour de grève de la faim. Son état est jugé de plus en plus critique par les médecins. La Commission des droits de l'homme du Parlement européen va d'ailleurs se saisir de ce cas dramatique et une délégation est arrivée déjà en Irlande. Mais pour les Irlandais, Bobby Sands est devenu un symbole. Il représente tous les prisonniers irlandais incarcérés à longue durée. De la prison de Maz, près de Belfast, Bobby Sands, son corps décharné, enveloppé dans une peau de mouton, a accepté de recevoir des membres de la Commission européenne des droits de l'homme sous certaines conditions. Devront assister à l'entrevue son agent électoral et un de ses camarades détenus qui lui a succédé à la tête des militants de la prison. Bien que rien n'ait filtré de l'entrevue de 45 minutes d'hier entre les parents de Bobby Sands et le Premier ministre d'Irlande du Nord, les partisans du jeune député espèrent qu'elle a porté sur les modalités de l'éventuelle rencontre entre le prisonnier et les représentants de la Commission européenne des droits de l'homme. Bernadette Devlin McCalliskey, responsable du comité de soutien des prisonniers républicains, victime, on s'en souvient, d'un très grave attentat il y a 3 mois, critique sévèrement l'attitude inflexible de Margaret Thatcher et demande au gouvernement de Dublin de rompre ses relations diplomatiques avec Londres si Bobby Sands mourait. Car tout indique la détermination farouche du détenu de la prison de Maz pour obtenir le statut de prisonnier politique. Ici, chacun s'emploie à apporter une pierre à l'édifice capable de sauver la vie de Bobby Sands et d'éviter une explosion de colère des catholiques de l'Ulster. Au Liban, la trêve demandée par le président de la République, M. Elias Sarkis, est, disons, dans l'ensemble respectée aujourd'hui encore à Beyrouth. Mais l'inquiétude est venue en début de matinée du sud du Liban. De sources libanaises, mais également de sources palestiniennes, on annonçait en effet qu'une division blindée israélienne avait pris position dans le sud du pays. Certains s'attendaient même à une attaque de l'armée israélienne à bref délai. Une information qui a été démentie formellement à Tel Aviv. Pendant ce temps, à Beyrouth, en dépit des bombardements, en dépit des mitraillages et des combats de rue, la vie se poursuit, tant bien que mal. Cette vie, nos reporters nous la montreront demain soir dans notre édition de 20 h, à l'occasion d'un journal tout à fait exceptionnel présenté à Beyrouth par Patrick Poivre d'Arvor. Maria n'a connu que des ruines. Sa maison est en première ligne, derrière la Vierge qui a été voilée parce qu'elle regarde du côté des Syriens. Sa mère, depuis le début des affrontements, a refusé de quitter sa maison. Pourtant, les Syriens qui tirent sans discontinuer se trouvent à moins de 30 mètres. Pourquoi restez-vous ici, madame? Parce que c'est ma maison. Vous entendez des coups de feu comme ça, Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur du tout, parce que le bon Dieu est plus grand que tout le monde. Lors de la dernière attaque, des balles et des éclats d'obus sont entrés dans la salle à manger. Qu'est-ce que c'est en train de tirer dehors? Oui, c'était.
Lorsque ces balles sont arrivées dans votre chambre, Oui. vous étiez présente? J'étais présente, oui, j'étais présente. Alors, je voyais la poussière comment elle rentrait de la fenêtre. On dirait qu'il y a quelque chose, je ne peux pas vous traduire comment. Alors, ce rideau-là était volé comme un oiseau dans la chambre. Et vous avez réussi à vous protéger, à protéger vos enfants? Non, j'étais toujours là, j'étais toujours debout. Les enfants, grâce à Dieu, ils étaient dans l'abri. Je ne parle jamais. Mais pourquoi? C'est ma maison. Mais vos Je enfants sont en sens. danger. Ça ne fait rien qu'ils habituent, qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont fait la Syrie avec nous. On l'a accepté comme des amis, il a été comme un ennemi chez nous. 20h demain soir, donc, le journal d'Antenne 2, une édition spéciale à Beyrouth. Urbain Guillaume est malade. Il souffre d'un cancer, mais il peut être soigné en prison. La cour d'appel d'Amiens est revenue aujourd'hui sur la décision permettant la mise en liberté, pour 6 mois, de celui que tous les policiers de France surnommaient Pépé la Cam. Urbain Guillaume subit donc toujours des examens médicaux à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, mais sa garde a été sérieusement renforcée. Paul Lefebvre. Cette libération d'Urbain Guillaume est en réalité une double erreur. D'abord une erreur politique, car elle va à l'encontre non seulement de l'esprit de sévérité de la loi sécurité et liberté, mais aussi, disons-le, de la réaction majoritaire de l'opinion publique qui admet mal qu'on relâche ainsi un ancien gros bonnet de la drogue, même malade. Réaction qui motive certainement en partie l'attitude du garde des Sceaux, surpris par le jugement de Beauvais. Et puis aussi une erreur juridique, car le juge d'application des peines de Liancourt, le parquet de Beauvais et les magistrats du tribunal de Beauvais n'ont semble-t-il pas lu avec suffisamment d'attention les nouvelles dispositions de la loi sécurité et liberté qui exigeaient une décision particulière de la commission d'application des peines. C'est la thèse du ministre de la Justice qui dit la décision de libération pour 6 mois d'Urbain Guillaume ne devait pas être exécutée car entre-temps j'avais donné l'ordre au parquet général d'Amiens de faire appel. Donc, en attendant l'arrêt de la Cour de cassation, alerté par l'avocat d'Urbain Guillaume, eh bien, Urbain Guillaume est de nouveau détenu, mais détenu hospitalisé au centre de Villejuif, jusqu'au moment où les médecins autoriseront de nouveau son emprisonnement. Un employé de la préfecture du Var a été arrêté ce matin par la police à son domicile. Les policiers, qui enquêtaient d'ailleurs sur une, disons, banale affaire de hold-up, ont découvert les restes d'un petit arsenal d'armes de guerre. Des armes qui provenaient d'un vol commis dans une caserne le 27 février 1978. L'homme arrêté est d'origine corse et certaines des armes qu'il avait en sa possession ont été vendues au Front National de Libération de la Corse. L'une d'entre elles, un PM Mat 49, a d'ailleurs servi dans un attentat commis contre un quart de gendarmes mobiles en faction devant l'ambassade d'Iran. Cela se passait le 4 mai dernier à Paris. Quant à l'attentat commis à l'aéroport Campo dell'Oro d'Ajaccio, rien de neuf depuis hier. L'enquête des policiers se poursuit. Le journal des présidentielles. J-2, en réalité, plus que 36 heures. Et les bureaux de vote ouvriront leurs portes en France. Le premier tour de l'élection présidentielle commencera. C'est vous qui aurez la parole et vous êtes cette année 36 600 000 électeurs à être inscrits en métropole et dans les dom-tom, les départements et territoires d'outre-mer. La campagne officielle s'achèvera, elle, dans un tout petit peu plus de 4 heures, à minuit, très précisément. Les candidats, à l'exception d'ailleurs de M. Georges Marchais, ont largement profité de cette dernière journée. M. Valéry Giscard d'Estaing était aujourd'hui chez lui, dans le Puy-de-Dôme. Une série de rencontres avec les élus et avec la population de ce département où l'actuel chef de l'État avait commencé sa carrière politique. Hier, M. Giscard d'Estaing était dans la capitale de la région Rhône-Alpes, à Lyon, très précisément. M. Raymond Barre était bien sûr présent. Et c'est Paul Amar pour Antenne 2 qui a suivi ce meeting à Lyon. Cela se passait hier soir. Valéry Giscard d'Estaing gardera sans doute un très bon souvenir de sa rencontre avec les Lyonnais. Il souhaitait que ce meeting constitue l'un des temps forts de sa campagne, souhait exaucé. Une salle pleine, un accueil chaleureux, le soutien sans réserve du maire de Lyon, toutes les conditions étaient réunies pour donner à cette réunion une ampleur particulière, avec, en guise de préambule, la diffusion d'un film décrivant le monde. Crise. Crise du pétrole mondial. Et cette crise n'est pas seulement économique, qu'ajoute le commentateur, solennelle et grave, elle est aussi politique dans certaines régions du monde et menace la paix, mais la France résiste bien grâce à un homme. Et cet homme apparaît. Son intention, expliquer les difficultés du monde actuel, mais aussi et surtout rassurer.
Le candidat Giscard, précédé à la tribune par Raymond Barre et encouragé par la présence d'Antoine Pinet, affirme que la France a réussi à surmonter ses difficultés grâce à ses centrales nucléaires, à sa défense, à sa monnaie, et elle ne pourra, dit-il, garder son rang que si elle rejette le modèle marxiste, à son avis dépassé et dangereux. Est-ce que la France, dans ces semaines dangereuses pour son avenir, va faire demi-tour à contretemps de toute l'évolution de l'Europe et du monde et revenir vers le passé? Les 3/4 des électeurs socialistes sont des humanistes et non des marxistes. Veulent-ils creuser la tombe de leurs espérances alors qu'aucun humaniste n'est de trop pour construire la société nouvelle? Un appel sans équivoque lancé aux électeurs socialistes, mais assorti d'une mise en garde adressée à ceux qui ne comprendraient pas l'enjeu de cette élection. Une voix de moins, le 26 avril, une voix de moins, c'est une chance de plus offerte le 10 mai à ceux qui restent prisonniers de l'aventure et du désordre. La France doit rester la grande puissance qu'elle est devenue. Tous ensemble, tous unis, nous la maintiendrons à son rang et nous la porterons parmi les premières du monde. Monsieur Georges Marchais, qui avait commencé sa campagne dès le mois de septembre, bien avant les autres candidats à l'élection présidentielle, l'aura achevé également avec un tout petit peu d'avance. Le leader communiste ne participait aujourd'hui à aucun meeting. Sa dernière grande réunion, Monsieur Marchais l'avait tenue hier soir en Lorraine, à Nancy. Dernier contact direct avec ses électeurs. Georges Marchais a donc bouclé hier soir à Nancy son tour de France électoral et ce devant un public venu des 4 coins de la Lorraine. Le candidat communiste a pu répéter à l'envi les conditions qui selon lui garantissent le changement en France et il s'est une nouvelle fois appliqué à expliquer pourquoi selon lui toujours il fallait dès le premier tour qu'un maximum de voix communistes se portent sur son nom. Une fois Giscard d'Estaing battu, le danger serait de laisser se créer les conditions qui permettraient à la droite de gouverner avec le Parti socialiste. Or, à cela, le patronat, la droite se prépare. Voilà le danger. Je dis bien le danger contre lequel il faut, dimanche 26 avril, au premier tour, prendre une assurance, dresser une barrière. Et là, il n'y a qu'une façon de le faire. Il n'y a qu'un vote utile pour se donner cette garantie au premier tour ce dimanche, c'est de voter pour le candidat communiste. Derniers applaudissements, ultime slogan scandé par les supporters, mais François Mitterrand n'a pas été la seule cible de Georges Marchais. Une dernière fois, le candidat communiste a rassemblé les arguments de sa campagne contre la politique de Valéry Giscard d'Estaing. Une dernière fois, il a exhorté les militants à se battre pour le succès jusqu'au seuil de l'isoloir. Pour M. Jacques Chirac, la campagne pour ce premier tour des élections ne s'achèvera qu'à la toute dernière minute. Aujourd'hui, M. Chirac était, comme M. Giscard d'Estaing d'ailleurs, dans le centre de la France. Alors avant des réunions à Saint-Flour, à Saint-Étienne et ce soir un dernier grand meeting à Clermont-Ferrand, M. Jacques Chirac a commencé sa journée à Moulins. C'est Jean-Louis Lersène pour Antenne 2. Dernier banquet de la campagne officielle de Jacques Chirac. Ça se passait à Moulins, dans l'Allier, à midi. 3000 personnes venues applaudir à la fois le candidat et la vedette locale, le truculent député-maire Hector Roland. Il a bien sûr été beaucoup question, au cours de ce banquet rassemblé dans la halle de l'agriculture, de politique agricole, pour dénoncer une fois de plus la mollesse du gouvernement actuel dans les négociations européennes et les risques que ferait peser pour les agriculteurs l'application d'une politique socialiste. Mais cette rencontre avec les habitants du Bourbonnais a également donné l'occasion à Jacques Chirac de vilipender la bureaucratie déshumanisante qui, selon le candidat, fait des Français petit à petit un peuple d'assistés. Il faut, a-t-il dit, stopper le processus qui veut que l'administration s'arroge le droit de prendre en charge les Français de la naissance à la mort.
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est au contraire le renforcement des solidarités indispensables. Et le renforcement de ces solidarités tant au niveau des générations qu'au niveau des différents groupes sociaux qui constituent la nation et qui doivent, par plus de concertation, par plus de considération, par plus de fraternité, connaître un meilleur équilibre et lutter contre cette espèce d'égoïsme qui se renforce actuellement avec la crise où chacun se retourne sur soi en ayant l'impression qu'il ne peut pas s'ouvrir vers l'extérieur, sentiment qui pèse lourdement aujourd'hui sur la psychologie, sur l'esprit des jeunes de ce pays. Il faut ouvrir plus largement nos bras et pour cela, il faut que l'État le comprenne avant tout. C'est ce que j'ai indiqué lorsque j'ai dit qu'il fallait aujourd'hui à la France une nouvelle manière d'être gouvernée. Dans l'après-midi, Jacques Chirac s'est rendu en hélicoptère à Saint-Flour, dans le Cantal, pour prononcer le deuxième discours de la journée, après être allé s'incliner devant le monument Georges Pompidou, un geste auquel, par amitié et filiation politique, M. Chirac tenait beaucoup. Fin d'après-midi, meeting à Saint-Étienne pour entériner le soutien récent d'un debréiste, Lucien Neuwirth. Et ce soir, Jacques Chirac terminera sa tournée électorale par Clermont-Ferrand, au cœur même de ce qu'on appelle la Giscardie, et alors que Valéry Giscard d'Estaing est aujourd'hui lui aussi en Auvergne. Hasard des calendriers ou défis volontaires, on ne saura sans doute jamais pourquoi les deux candidats qui se réclament de la majorité, au dernier soir de la campagne officielle, ont choisi de parler à moins de 10 km l'un de l'autre. Oui, quant à M. François Mitterrand, il terminera, lui, sa campagne dans l'un des fiefs traditionnels de la gauche, la région Midi-Pyrénées. François Mitterrand est attendu dans quelques minutes à Toulouse. Alors il aura peut-être un tout petit peu de retard. Le leader socialiste est toujours en effet à Verdun-sur-Garonne où nous retrouvons l'envoyé spécial d'Antenne 2, Bernard Pradine. Bon, c'est ici à Verdun-sur-Garonne, à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, que Roger Garaudy vient d'apporter publiquement et officiellement son soutien à François Mitterrand. Après l'accord et l'appui de Michel Jobert, mais Roger Garaudy fait mieux. Il demande aux petits candidats de la gauche, ceux qui ont eu 500 signatures, de se retirer avant le premier tour, de façon à ce que les voix de la gauche ne se dispersent pas dimanche au premier tour et se rassemblent sur le candidat socialiste. Roger Garaudy explique, les petits candidats pendant la campagne électorale ont eu le temps de s'expliquer, de s'exprimer. Maintenant, il est indispensable de garder la dynamique autour de François Mitterrand pour le second tour. Chaque voix qui irait au premier tour, et je pense en particulier à mes amis écologistes, chaque voix qui irait au premier tour se porter, par exemple, sur Brice Lalonde, comme d'ailleurs sur Bouchardot ou sur Crépeau, et je me réjouis qu'ils aient pu s'exprimer, serait une chance supplémentaire donnée à Giscard d'Estaing, l'homme du tout nucléaire, l'homme de cette société chaotique, d'éliminer toute opposition au premier tour. Quelle idée neuve peut-on attendre de ceux qui ont montré qu'ils n'en avaient pas? Quel regard neuf sur les hommes, sur les choses, sur l'histoire, sur les intérêts de la France peut-on attendre d'hommes et d'équipes, de clans et de factions, d'intérêts qui depuis 7 ans n'ont pas ouvert nos horizons? Je tiens à répéter ces choses car il semble que l'on veuille, du côté du pouvoir actuel, du côté du candidat sortant, j'allais dire finissant, considérer que l'histoire s'arrête là, l'histoire s'arrête à lui. Il ne faudrait rien faire et d'identifier les concurrents, les candidats, les autres candidats à je ne sais quel crime de lèse-majesté. C'est un crime de lèse-majesté que d'oser se présenter contre M. Giscard d'Estaing. C'est un crime de lèse-majesté que de vouloir le battre, le dismer. Quant au candidat écologiste, M. Brice Lalonde, il était aujourd'hui à Cresse-Malville, dans l'Isère. C'est sur ce site du sur-régénérateur Superphénix qu'avaient eu lieu de très graves affrontements en 1977. Un choix symbolique donc
Pour le candidat des Verts et pour sa dernière grande réunion publique, M. Brice Lalonde a affirmé que le surrégénérateur Superphénix représentait pour les écologistes l'horreur et l'erreur du septennat qui vient de s'écouler. Et pour le second tour, eh bien, M. Brice Lalonde laisse aux électeurs le soin de déterminer entre les deux candidats qui resteront celui qui répondra le mieux aux 12 questions qui ont été posées pendant toute cette campagne par les écologistes. Dernier jour de campagne également pour Mme Marie-France Garot qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait connaître sa position pour le deuxième tour de l'élection présidentielle 2 jours avant le scrutin. Là donc, Mme Garot a pris un petit peu d'avance sur les autres candidats, à l'exception donc de M. Brice Lalonde. Cette campagne électorale est donc pratiquement terminée et la parole va passer des candidats aux électeurs, c'est-à-dire à vous. Quant à nous, dimanche, mais aussi lundi, toute la journée, nous allons continuer à vous informer plus complètement, et je l'espère plus vite. Dimanche, les rédactions d'Antenne 2 et d'Europe 1 mettront d'ailleurs tous leurs moyens en commun. Quelques explications. Patricia Charnolet. Premier rendez-vous à 17h55. Jean-Pierre Elkabbach et Étienne Moujotte, qui animent toute cette soirée, vous présenteront les premières estimations sur la participation. 2 autres rendez-vous à 19h05 et 19h30, toujours avec des estimations sur la participation. Et puis notre grande soirée débutera à 19h45, car à 20h, nous vous donnerons le premier pourcentage obtenu par chaque candidat grâce aux estimations de C2I au Bull. Jusqu'à 1h du matin, nous vous présenterons tous les résultats en direct du ministère de l'Intérieur, les scores obtenus par chaque candidat comparés aux élections de 74 et de 78, une analyse du journal Le Point, et puis vous retrouverez pour les commentaires Noël Copin, Daniel Brême, Alain Duhamel, Gérard Carrérou et René Raymond. Vous pourrez également assister aux premières réactions des candidats en direct de leur permanence ou bien sur ce plateau. Enfin, cette soirée, réalisée par Jean Cazenave, sera ponctuée par 2 grands débats politiques à 21h15 et à 23h. Dès lundi, toute la matinée sera consacrée à l'élection, avec un premier rendez-vous à 7h du matin pour un journal qui durera 2 heures. Enfin, à 10h, 11h et midi, nous compléterons toutes les informations sur ce premier tour des présidentielles 1981. Quelques nouvelles brèves encore. Poursuite de la hausse des cours à la Bourse de Paris. La Bourse a monté de 0,6% aujourd'hui. Il semble que ce soit des achats venus de l'étranger qui sont en partie responsables de la fermeté des cours depuis le début de la semaine. Une partie des enseignants des maternelles et du primaire sera en grève mardi prochain, 28 avril. C'est la CFDT qui a lancé cet appel à l'arrêt de travail. Le SGEN CFDT entend ainsi marquer son opposition aux dernières décisions ministérielles qui obligent les directeurs d'école à assurer l'accueil et la surveillance des enfants en cas de grève du personnel. La marine à voile va peut-être retrouver quelques heures de gloire. L'Éole, c'est le premier d'une série de 3 tonniers à voile, a été lancé aujourd'hui à Lorient. L'utilisation de la force du vent devrait permettre d'économiser 360 000 francs chaque année et par bateau, par rapport à un bateau de pêche équipé normalement d'un moteur de 400 chevaux. L'acteur Richard Burton a été opéré de la colonne vertébrale. Il a subi l'ablation d'une partie d'une vertèbre cervicale. Il y a un peu plus d'1 mois, Richard Burton avait dû abandonner le rôle du roi Arthur qu'il tenait dans la comédie musicale Camelot. Selon son chirurgien, son état est aujourd'hui satisfaisant. L'Opéra de Paris présente depuis quelques jours un Don Juan, Don Giovanni de Mozart, tout à fait original, conçu à Lyon par le metteur en scène Louis Herlot, dirigé par le chef du Philharmonique de Lille, Jean-Claude Casatsu. L'œuvre est interprétée par une distribution tout à fait internationale, avec au premier plan Ruggiero Raimondi, Gabriel Baquier et Maria Ewing. Un reportage de Georges Bécou. Don Juan, c'est cela, mais ce n'est pas que cela. Au-delà du séducteur, on trouve un libertaire qui défie tout à la fois la mort, Dieu, la religion, la loi, et qui fuit en avant en multipliant les provocations, les aventures et les fêtes. Don Giovanni de Mozart traduit un formidable appétit de vie et de jouissance. Raimondi et Baquier, le maître et le valet, le modèle et le miroir, exaltent toutes les facettes des personnages jusqu'à la farce, et cela continue même en coulisses. Don Juan, c'est Leporello, Don Elvira, Don Anna, Don Ottavio. C'est le reflet de tous ces personnages sur la figure de Don Juan même. Eh bien, je veux dire, Leporello sans Don Juan, il n'y a pas de Leporello, c'est tout. Voilà. Et sans Leporello, eh ben, il n'y a pas de Don Juan non plus. Puis c'est un personnage qui n'a pas peur de la mort. Pas du tout. Alors, basta Don Giovanni!
1231. 100 in Francia, in Turchia 91. L'œuvre de Mozart est tellement riche qu'il faut savoir gré aux décorateurs, aux metteurs en scène et aux chefs d'orchestre de l'avoir abordée avec humilité, en se mettant au service de la musique sans chercher à faire du neuf à tout prix. Comme pour beaucoup, pour moi, Don Juan, c'est l'opéra des opéras, avec une émotion extraordinaire, avec une foule d'ambiguïtés, avec des contradictions et un modernisme inouï pour l'époque dans l'écriture. Mais je pense qu'on ne trouve jamais le bon fil, le bon système, la bonne voie pour être satisfait au cours de tout le déroulement dramatique de l'ouvrage. Don Juan, à l'Opéra de Paris. Pour tous les hommes politiques qui sont candidats au présidentiel dimanche, mais aussi, je crois, pour tous les électeurs, Laurent Broumet, d'une seule question. Alors, quel temps va-t-il faire à partir de dimanche, 8 h du matin? Ce n'est pas fameux, en effet. Une dépression située sur les Irlandes va nous envoyer une perturbation qui donnera demain une aggravation sur l'ouest, puis sur le centre, ensuite sur l'est, avec un temps à gibouler. Dimanche, et je vous l'annonçais hier soir, dans certaines régions, le retour peut-être d'un peu de neige. Alors, les températures relevées d'abord à midi environ par la météorologie nationale. Vous voyez, elles sont faibles, on le dit depuis plusieurs jours pour la saison, de 9 degrés dans le nord à 15 degrés dans le sud. La carte maintenant pour demain, samedi. Vous voyez, la France est coupée en deux avec une grande ligne de nuages. Ces nuages seront situés le matin du nord au bassin parisien jusqu'aux côtes de l'Atlantique. Dans la journée, vers midi à peu près comme l'indique cette carte. Et ils progresseront dans l'après-midi pour atteindre le soir le nord-est, le Jura et le nord des Alpes. Avant le passage de cette perturbation, c'est-à-dire ici du soleil le matin avec donc des éclaircies, mais également un temps plus froid dans le nord-est avec des gelées, et toujours quelques risques orageux sur la Corse et dans l'extrême sud-est. Après le passage de la pluie, c'est-à-dire dans l'ouest, d'abord sur la Bretagne, puis sur tout l'ouest du pays, des éclaircies, retour des éclaircies, mais également des giboulées, avec, vous voyez, un symbole de neige, ici en montagne et en moyenne et haute montagne, mais également dans la journée, à l'avant des pluies, ici dans le nord-est le matin, et à l'arrière des pluies, dans le nord du pays, l'après-midi. Pour dimanche, c'est ce temps à gibouler qui se généralisera à l'ensemble du pays, avec donc des alternances de soleil, et également de passages nuageux avec des averses de pluie en général et localement de neige. Les températures demain seront un peu moins froides au lever du jour, un peu moins de gelée, mais toujours très médiocres l'après-midi. Enfin, en ce qui concerne l'agenda, eh bien demain ce sera tout simplement la Saint-Marc avec un coucher du soleil à 20 h 56 pour les amateurs de chiffres, le coucher du soleil à Paris. Merci Laurent. Pour terminer cette édition, je vous propose de faire un petit saut aux États-Unis pour un match de baseball. C'est le sport national des Américains. Alors les deux équipes qui sont en présence sont celles des Cincinnati Reds et des Atlanta Braves. Oh bah le score, ça je vous l'avoue, je ne sais pas du tout comment s'est terminée cette partie, mais pour les caméramans de la télévision américaine, l'intérêt n'était pas sur le terrain mais dans les tribunes. Regardez et suivez bien la balle. During Tuesday's Reds-Braves game at Riverfront Stadium, Codman went for a foul ball off the bat of George Foster. In fact, he went head over heels for the ball. Describe what happened. I just tried to go for the foul ball, and I just, if I landed in a blue seats, I landed there. I just wanted the ball. Et il est souple quand même, hein. Il a réussi à se rattraper avec une seule main. Les spectateurs sont venus l'aider. Incroyable, mais vrai, dirait Jacques Martin. Voilà, cette édition est maintenant terminée. À 23 h 25, c'est Gérard Rolls qui vous tiendra au courant des derniers développements de l'actualité de cette journée. Quant à Daniel Bilalian, il vous présentera demain Antenne 2 midi et je crois qu'il va faire des jaloux au sein de la rédaction. Je crois savoir en effet qu'on y parlera beaucoup du Lido de Paris et donc des Bluebell Girls. Bonsoir, je vous retrouve lundi pour un journal spécial élection à 12 h 45.